Salutations, frères d'armes, bienvenue sur Stratégos, où nous revivons les moments les plus épiques de l'histoire militaire. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire fascinante de l'un des colosses des mers, le cuirassé Bismarck, le navire de guerre allemand, qui défia toute la flotte britannique, et devint une légende. Mais avant de lever l'ancre vers l'histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter, de partager cette vidéo, et de vous abonner à Stratégos pour plus d'histoires de batailles et de victoires navales. En avant, marins, l'aventure commence maintenant. Première partie, naissance d'un colosse. Pour comprendre l'histoire du Bismarck, il faut d'abord remonter aux décombres de la Première Guerre mondiale. En 1919, avec l'Allemagne vaincue et l'Empire allemand effondré, les puissances victorieuses imposèrent un accord brutal, le traité de Versailles. Ce traité non seulement démembra des territoires et punit économiquement l'Allemagne avec des réparations de guerre astronomiques, mais il amputa également sa puissance militaire. L'article 181 de Versailles interdisait à l'Allemagne de posséder une marine significative. Ses navires de guerre ne pouvaient dépasser les 10 000 tonnes, se retrouvant complètement surclassés par les flottes britanniques et françaises. De plus, les sous-marins et les porte-avions furent interdits, laissant la marine allemande, la Reichsmarine, dans un état d'insignifiance totale. Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Les Allemands furent contraints d'autodétruire leur propre flotte. En 1919, face à la remise imminente de leurs navires aux Alliés, les marins allemands sabordèrent presque toute la flotte de haute mer dans la baie de Scapa Flow, en Écosse. L'Allemagne était passée de l'une des marines les plus puissantes du monde à un état quasiment inoffensif. Durant les années 20, l'Allemagne vécut dans l'ombre de Versailles, incapable de reconstruire sa flotte. Cependant, en 1933, tout changea avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. Dès le premier jour, Hitler vit la marine comme un outil clé pour restaurer la puissance allemande. Mais il y avait un problème. Versailles était toujours en vigueur. Le dictateur trouva alors une issue, le traité naval germano-britannique de 1935. Avec cet accord, l'Allemagne obtint la permission de construire une marine équivalente à 35% du tonnage de la Royal Navy britannique. Bien que cela semblât être une victoire diplomatique pour les Britanniques, en réalité, cela donnait à Hitler le champ libre pour moderniser sa flotte sans violer ouvertement le traité de Versailles. La nouvelle Kriegsmarine naissait avec un objectif clair, défier la domination britannique sur les mers. Mais Hitler ne voyait pas petit. En 1939, il approuva un ambitieux programme de construction navale, nommé Plan Z. Son but était d'écraser la Royal Navy avec une flotte gigantesque qui inclurait 4 supercuirassés de classe H, de 80 000 tonnes chacun, 6 cuirassés lourds, y compris les Bismarck, 4 porte-avions et 12 cuirassés de poche. Ce programme aurait fait de l'Allemagne une puissance navale de premier plan. Mais il avait un gros problème. Il faudrait plus d'une décennie pour le compléter. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939, le plan Z resta inachevé. La Kriegsmarine n'avait pas la force suffisante pour défier directement la Royal Navy. Cependant, elle possédait une arme redoutable, les cuirassés Bismarck et Tirpitz. À la fin des années 30, les cuirassés étaient encore le symbole suprême de la puissance navale. Ces gigantesques forteresses flottantes dominaient les océans avec leurs blindages impénétrables et leurs canons monstrueux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les marines les plus puissantes du monde, Royaume-Uni, États-Unis et Japon, croyaient encore que les cuirassés seraient la clé du contrôle maritime. Les Allemands, cependant, ne pouvaient pas se permettre une flotte de cuirassés capable d'affronter directement la Royal Navy. Ils développèrent donc une stratégie différente, le cuirassé en tant que chasseur solitaire. Au lieu de créer une flotte massive, l'Allemagne construisit des navires puissants et rapides conçus pour opérer de manière indépendante, attaquant les convois marchands alliés dans les océans Atlantique et Arctique. Parmi tous les cuirassés allemands, aucun n'inspira autant de respect et de crainte que le Bismarck. Construit en 1936 et lancé en 1939, le Bismarck fut conçu pour être le roi des océans, 50 000 tonnes d'acier, 250 et 1 mètre de longueur. 8 canons de 380 mm, capables de briser en deux n'importe quel navire ennemi, et un blindage impénétrable, presque indestructible. Avec sa vitesse et sa puissance de feu, le Bismarck représentait une menace directe pour la suprématie britannique. Deuxième partie,
lancement et premiers essais en mer. Le 14 février 1939, sur les chantiers navals Blohm-en-Voss de Hambourg, une colossale structure d'acier attendait son heure. Des milliers de travailleurs et d'officiers de la Kriegsmarine observaient avec fierté. Sur une gigantesque cale de construction reposait la coque du plus grand cuirassé jamais construit par l'Allemagne, le Bismarck. Avec un poids de plus de 50 000 tonnes et une longueur de 251 mètres, le Bismarck dépassait en taille tout autre cuirassé européen de l'époque. C'était le navire amiral d'une Kriegsmarine qui, sous le commandement d'Hitler et du grand amiral Raeder, aspirait à défier la domination britannique sur les océans. À 13h30, la cérémonie commença. Dorothee von Lohenfeld, petite fille de l'ex-chancelier Otto von Bismarck, brisa une bouteille de champagne contre la coque du navire et prononça les mots de rigueur. Quelques secondes plus tard, les ouvriers larguèrent les amarres et, dans un rugissement de métal contre l'eau, le Bismarck glissa le long de la cale et toucha la mer pour la première fois. L'Allemagne avait un nouveau titan. Mais il restait encore beaucoup à faire. Le lancement n'était que le début. Il fallait encore des mois de travail pour transformer ce colosse d'acier en une machine de guerre prête à combattre. Après une longue période d'armement, le Bismarck appareilla en août 1940 pour réaliser ses essais en mer. L'équipage, dirigé par le capitaine Ernst Lindemann, soumit le navire à des tests de vitesse, de manœuvrabilité et d'endurance. Les résultats furent impressionnants. Malgré ses dimensions, le Bismarck atteignit une vitesse de 30,8 nœuds, 57 km/h, chose remarquable pour un cuirassé de sa taille. Cependant, tout n'était pas que bonne nouvelle. Durant les essais, des problèmes apparurent qui préoccupaient la Kriegsmarine. Difficultés de direction. Lors des virages à grande vitesse, les gouvernails montraient une tendance à se bloquer, ce qui pouvait compliquer les manœuvres d'évasion au combat. Consommation de carburant. Le Bismarck était un dévoreur de ressources. Son autonomie était limitée, ce qui signifiait que toute mission prolongée dans l'Atlantique devait compter sur un soutien logistique. Système radar limité. Bien qu'il disposât de radars modernes, leur portée et leur précision n'étaient pas comparables à celles de la Royal Navy britannique. Malgré ces inconvénients, la Kriegsmarine donna le feu vert pour son entrée en service. Troisième partie. Opération Rheinübung, mai 1941. Sur les quais de Gotenhafen, actuel Gdynia en Pologne, deux énormes navires de guerre s'apprêtaient à appareiller. L'un d'eux était le colossal Bismarck, la fierté de la Kriegsmarine. À ses côtés, son compagnon de raid, le croiseur lourd Prinz Eugen. Les marins allemands, dirigés par le capitaine Ernst Lindemann, savaient qu'ils étaient sur le point de s'embarquer pour une mission dangereuse, mais peu soupçonnaient que ce serait une mission suicide. L'objectif de l'opération Rheinübung était clair: briser le blocus naval britannique, s'infiltrer dans l'Atlantique Nord et dévaster les convois alliés qui ravitaillaient la Grande-Bretagne. Si la Kriegsmarine parvenait à interrompre ses routes d'approvisionnement, le Royaume-Uni serait affaibli, et la guerre à l'Ouest pourrait pencher en faveur de l'Allemagne. Mais il y avait un problème. La Royal Navy dominait l'Atlantique. Tout mouvement de la flotte allemande serait surveillé de près. Et le Bismarck, avec sa taille imposante, n'était pas un navire facile à dissimuler. Malgré tout, le haut commandement naval allemand, avec le grand amiral Erich Raeder à sa tête, était convaincu que la puissance du Bismarck et sa vitesse lui permettraient de frapper vite et de disparaître avant que les Britanniques ne puissent réagir. Cependant, il y avait un homme qui n'avait pas confiance en cette stratégie. L'amiral Günther Lutyens, commandant de l'opération. Lutyens savait que la Kriegsmarine n'avait pas assez de navires pour soutenir une guerre navale prolongée. Et lancer le Bismarck sans soutien, c'était comme lâcher un loup solitaire au milieu d'un champ de chasseurs armés. Le 18 mai 1941, à 2 heures du matin, le Bismarck et le Prinz Eugen levèrent l'ancre et prirent à la mer. Leur destination, les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Pour y parvenir sans être détectés, ils devaient traverser la mer Baltique, contourner la Norvège et pénétrer dans l'Atlantique par le détroit de Danemark, une zone contrôlée par la Royal Navy. Le 20 mai, tandis que le Bismarck se ravitaillait sur la côte norvégienne, un avion de reconnaissance suédois l'aperçut. Le rapport ne tarda pas à arriver entre les mains des Britanniques. Londres fut mise en état d'alerte maximale. Le lendemain, un avion espion britannique localisa la flotte allemande près de Bergen. La chasse avait commencé. Quatrième partie.
La rencontre avec la Royal Navy. Le 21 mai 1941, les services de renseignement britanniques confirmèrent leurs pires craintes. Le Bismarck était dans l'Atlantique Nord. Les rapports d'observation en Norvège, ajoutés aux informations obtenues par les avions de reconnaissance, ne laissaient aucune place au doute. Le colosse allemand était parti en mission de guerre. En l'espace de quelques heures, la Royal Navy déploya sa force de chasse. L'amirauté britannique savait que, si le Bismarck atteignait les routes des convois, les dégâts seraient catastrophiques. C'est pourquoi le HMS Hood, la fierté de la flotte britannique, ainsi que le moderne HMS Prince of Wales, reçurent l'ordre de l'intercepter à tout prix. À bord du Hood, le vice-amiral Lancelot Holland avait une mission claire: détruire ou du moins endommager suffisamment le Bismarck pour qu'il ne puisse poursuivre son incursion. Le temps pressait et dans la matinée du 24 mai 1941, dans les eaux froides du détroit de Danemark, la chasse atteignit son paroxysme. 5e partie. La bataille du détroit de Danemark. À 5h37 du matin, les vigies du Bismarck aperçurent deux ombres à l'horizon. C'étaient le Hood et le Prince of Wales, s'avançant à pleine vitesse pour bloquer la route du cuirassé allemand. L'amiral Günther Lütjens, en charge de l'opération allemande, savait que le combat était inévitable. Il ordonna à sa flotte de rester en formation et d'ouvrir le feu dès qu'il serait à portée de tir. À 5h52, le Hood tira la première salve. Ses énormes canons de 381 mm rugirent, envoyant des projectiles en direction du Bismarck. Le Prince of Wales le suivit peu après. Mais le Bismarck ne fut pas en reste. Sous le commandement du capitaine Ernst Lindemann, il répondit avec ses puissants canons de 406 mm, aux côtés du Prince Eugen, qui concentra son feu sur le Hood. Le combat se transforma en un échange de feu brutal. Les salves des deux camps fendaient l'air à des vitesses terrifiantes. À 6 heures, le Hood vira pour changer son angle d'attaque, mais à cet instant précis, le Bismarck plaça un coup fatal. Un de ses projectiles de 800 kg impacta directement le pont du Hood, pénétrant jusqu'à la Sainte-Barbe, où étaient stockées des tonnes de munitions. Il s'ensuivit une explosion gigantesque. Le Hood, fierté de la Royal Navy, se brisa en deux en l'espace de quelques secondes. Une immense boule de feu illumina le ciel, tandis que les restes du navire commençaient à sombrer. Sur les 1418 membres d'équipage à bord, seuls 3 survécurent. L'impact émotionnel sur la flotte britannique fut instantané. Le Hood n'était pas seulement un navire, c'était un symbole. Son naufrage laissa l'équipage du Prince of Wales en état de choc. Mais la bataille n'était pas terminée. Le Prince of Wales, encore sonné par la destruction du Hood, continua à tirer, mais ses systèmes d'artillerie faisaient défaut. Malgré cela, il parvint à toucher 3 fois le Bismarck, endommageant l'un de ses réservoirs de carburant et réduisant sa vitesse. Voyant la situation, Lütjens ordonna de cesser le feu et de continuer vers l'Atlantique. Le Prince of Wales, gravement endommagé, ne put poursuivre la chasse. La nouvelle du naufrage du Hood se propagea rapidement. C'était une humiliation inacceptable pour la Royal Navy. Le Premier ministre Winston Churchill donna un ordre clair et cinglant: couler le Bismarck. Toute la flotte britannique se mobilisa pour le pourchasser. 6e partie, la poursuite du Bismarck. L'amirauté britannique mobilisa toute sa flotte disponible. Cuirassés, croiseurs, destroyers et porte-avions se lancèrent dans une poursuite désespérée. Si le Bismarck parvenait à atteindre la France, il pourrait être réparé et menacer à nouveau les routes commerciales de l'Atlantique. Cela ne pouvait être toléré. Mais il y avait un problème. Après son affrontement dans le détroit de Danemark, le Bismarck avait réussi à s'échapper. Bien qu'ayant subi des dommages à sa structure et perdant du carburant, le cuirassé était plus rapide que la plupart des navires britanniques. S'il ne le localisait pas rapidement, il disparaîtrait dans l'immensité de l'océan. Les Britanniques ne pouvaient pas échouer. Pendant 2 jours, le Bismarck navigua vers la côte française, s'éloignant de ses poursuivants. Il semblait qu'il allait y parvenir. Mais le 26 mai, à la tombée de la nuit, une ombre apparut sur le radar du porte-avions HMS Ark Royal. L'Ark Royal était le meilleur espoir britannique. À bord, un escadron de bombardiers torpilleurs, Fairey Swordfish, des biplans démodés mais efficaces,
se prépara à attaquer. La première attaque échoua complètement. Les bombardiers torpilleurs confondirent un navire britannique avec le Bismarck et faillirent détruire leurs propres alliés. Un désastre. Mais il restait une dernière chance. En fin d'après-midi, une seconde attaque fut lancée. Les bombardiers torpilleurs décollèrent et se dirigèrent vers l'objectif. Le Bismarck ouvrit le feu avec toute son artillerie anti-aérienne, tentant d'abattre les fragiles avions britanniques. Mais les Swordfish étaient trop lents et manœuvrables. L'une des torpilles impacta directement le gouvernail du Bismarck. Les dégâts furent catastrophiques. Le gouvernail resta complètement bloqué dans un virage à gauche. Le Bismarck ne pouvait plus manœuvrer. Le colosse allemand, avec toute sa puissance de feu, fut condamné à tourner en cercle, totalement sans défense. C'était le début de la fin. 7e partie. L'affrontement final. 27 mai 1941. L'aube se teinte de fumée et d'acier. Le cuirassé Bismarck, fierté de la Kriegsmarine, n'est plus qu'un géant blessé et condamné. Son gouvernail est détruit, sa mobilité annulée, et la Royal Navy s'approche pour en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Depuis la nuit précédente, le Bismarck tourne en rond sans contrôle dans l'Atlantique, incapable de s'échapper. Son équipage sait qu'il n'y a pas de salut. À 8h47, les Britanniques ouvrent le feu. Les canons des cuirassés HMS King George V et HMS Rodney vomissent des projectiles de 381 mm. À distance, les croiseurs HMS Norfolk et HMS Dorsetshire se joignent à l'attaque. La bataille finale a commencé. Le Bismarck ne tombe pas sans combattre. Bien qu'immobilisé, ses tourelles principales répondent avec fureur. Les canons de 380 mm tirent sur la flotte britannique. L'équipage résiste avec honneur, mais la supériorité numérique est écrasante. Le Rodney s'approche dangereusement et tire à bout portant. L'impact de ses obus détruit la superstructure du Bismarck, laissant une traînée de flammes et de débris. Les Britanniques ne laissent aucun répit. Les projectiles ravagent le pont, déchirent le blindage et transforment la passerelle de commandement en un tas de décombres fumants. À 9h30, le Bismarck est un enfer flottant. Ses canons se taisent, sa structure s'effondre et des centaines de marins allemands luttent désespérément pour leur vie. Mais ce n'est pas suffisant. Le Bismarck ne sera pas capturé vivant. À 10h, la situation est désespérée. Les Britanniques continuent de bombarder la coque déchiquetée du cuirassé, mais le Bismarck ne coule toujours pas. Dans les entrailles du navire, l'équipage allemand prend la décision finale. Sabordons-le nous-mêmes. Les marins ouvrent les vannes d'inondation et placent des charges explosives dans les compartiments inférieurs. Ils préfèrent envoyer leur navire au fond de l'océan plutôt que de le laisser tomber aux mains de l'ennemi. À 10h40, le HMS Dorsetshire lance les torpilles finales. L'impact est dévastateur. Le Bismarck commence à gîter. Le géant d'acier, jadis symbole de la puissance allemande, se brise en deux et commence à descendre vers l'obscurité de l'Atlantique. À 10h50, tout est terminé. Le Bismarck sombre dans les profondeurs, emportant avec lui plus de 2000 marins. Seuls 115 hommes sont secourus par les Britanniques. La chasse est terminée. Le colosse est tombé. 8e partie. La fin des cuirassés et l'essor des sous-marins. Le 27 mai 1941, le Bismarck sombra dans les eaux froides de l'Atlantique. Ce fut la fin de l'une des plus grandes légendes de l'histoire navale, mais cela marqua aussi un tournant dans la guerre sur mer. Le Bismarck représentait le summum de la conception navale allemande. Une forteresse flottante, avec un blindage sans égal et une puissance de feu dévastatrice. Mais en même temps, son naufrage exposa les faiblesses de la stratégie navale allemande. C'était un navire impressionnant, mais dans une guerre moderne, la technologie et la tactique importaient plus que la taille et le blindage. Alors, la grande question est, le Bismarck fut-il une merveille technologique ou une stratégie ratée? En son temps, le Bismarck était une prouesse de l'ingénierie navale. Mais tout cela ne fut pas suffisant. La Royal Navy le démontra de la pire des manières. Malgré sa puissance, le Bismarck fit face à un problème insurmontable. La supériorité numérique et technologique des Britanniques. La guerre navale avait changé.
Il n'importait plus de savoir qui avait le plus grand cuirassé, mais qui avait le meilleur renseignement, les meilleurs avions et les meilleurs sous-marins. Et en ce sens, le Bismarck était condamné dès le départ. Le naufrage du Bismarck fut une leçon brutale pour la Kriegsmarine. Hitler comprit que les grands cuirassés n'étaient plus l'avenir de la guerre navale. Les sous-marins, en revanche, l'étaient. Peu de temps après, l'Allemagne réorienta sa stratégie vers la guerre sous-marine. Les U-boots devinrent le véritable cauchemar des Alliés, coulant des milliers de tonnes de navires marchands et menaçant le ravitaillement britannique. Le Bismarck, pour sa part, devint un mythe. Son histoire continue de fasciner le monde, non seulement comme un symbole de puissance, mais aussi comme un avertissement sur la fin d'une ère. Dans la guerre moderne, il n'y a plus de place pour les géants d'acier. Aujourd'hui, son épave repose dans les profondeurs de l'Atlantique. Un rappel silencieux que, à la guerre, la force brute n'est pas toujours suffisante. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon j'aime, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo pour toucher plus de monde et que ce projet puisse continuer à grandir. On se voit à la prochaine, frères d'armes.